Bonjour à toutes et à tous. Si vous m'entendez bien, on commence ce séminaire. D'abord, je vous remercie d'assister cet après-midi à cette webconférence intitulée « L'éducation des femmes transforme-t-elle la société iranienne ?» Et je remercie également la mission Égalité et la Cité du genre de l'Université de Paris pour organiser cette discussion importante à l'occasion du mois des égalités que j'ai le plaisir d'avoir avec Azadeh Kian, sociologue franco-iranienne et professeure de sociologie et directrice du département de sciences sociales de l'Université de Paris et directrice du CEDREF, Centre d'enseignement, de documentation et de recherche pour les études féministes, et ainsi des cahiers du CEDREF, responsable de l'axe genre intersectionnalité au laboratoire du LCSP, au laboratoire du changement social et politique, et responsable de Master 2 de la spécialité genre et changement social et politique à l'Université de Paris. Elle est aussi membre du conseil scientifique et pédagogique de Cité du genre et membre fondatrice et membre du bureau du réseau universitaire et scientifique euro-méditerranéen sur le genre et les femmes depuis 2012. Elle était directrice adjointe du GIS, Groupement Intérêt Scientifique Moyen-Orient et Monde Musulman du CNRS entre 2012 et 2017. Membre du Conseil scientifique des Instituts français de recherche entre 2000 et 2016 et co-responsable de la Fédération nationale de la recherche sur le genre entre 2009 et 2016. Azadeh a obtenu son master et doctorat à l'Université de Californie, Los Angeles, ou UCLA, et ses recherches et enseignements portent sur théorie du genre et féministe, perspective postcoloniale et intersectionnelle, genre et islam, et politique et société au Moyen-Orient. Parmi ses publications récentes sont Femmes et pouvoir en islam, publié par Édition Michelon en 2019, et État-nation et fabrique du genre, des corps et de sexualité en Iran, Turquie et Afghanistan, en co-direction avec Lucia Direnberger, publié par Presse universitaire de province, collection genre, également en 2019. Moi, je m'appelle Mahdis Saderi-Pouya. Je suis doctorante de 3e année en études de genre et de sexualité sociologie à l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, et au LEX, laboratoire d'études de genre et de sexualité, et militante des droits des femmes et des personnes LGBTI en Iran. Et comme vous avez pu le voir, les discussions que nous aurons aujourd'hui tenteront de répondre à la problématique suivante. À peine un mois après l'établissement du régime islamique en Iran en 1979, un modèle islamique conservateur fut appliqué imposant une série de régressions aux droits des femmes et aux droits familiales. Par exemple, limitation importante du droit au divorce et à la garde des enfants pour les mères divorcées, retour à l'âge minimal au mariage et à la responsabilité pénale pour les filles de 9 ans, passé à 13 ans en 2012, interdiction pour les femmes d'exercer dans la magistrature, l'obligation du port de voile, etc. Cependant, ces lois et institutions archaïques ne correspondent pas à la réalité sociale d'une société au sein de laquelle la modernité est enracinée. La modernisation du comportement social, démographique ou culturel des femmes grâce à leur éducation a largement contribué à la mobilisation des femmes contre l'ordre politique patriarcal et au rejet de l'islam politique. Cette discussion va également porter sur le sujet d'éducation des femmes, pas seulement en Iran, mais dans la région, l'Est Sud-Ouest, on peut l'appeler Moyen-Orient, et les pays du nord de l'Afrique. Le format que nous vous proposons aujourd'hui, c'est dans un premier temps d'écouter Azadeh Kian, qui va nous exposer les enjeux de l'éducation des femmes dans la région, et un peu plus précisément en Iran. Nous aurons un échange et je vous invite à poser vos questions et noter vos remarques par écrit dans le chat d'ici. Et je vais les regrouper et on va les discuter avec Azadeh. Sans plus attendre, je donne la parole à Azadeh Kian.
Et merci encore. On vous écoute. Merci beaucoup, Mathis, pour cette introduction. Je voudrais à mon tour remercier le pôle égalité de cette initiative et de m'avoir invité. Je voudrais également remercier le service communication de l'Université de Paris et bien sûr les amis, collègues qui se sont inscrits pour écouter cette conférence. Je pense, alors, le thème qui m'a été proposé, c'est le thème de l'éducation, qui me paraît absolument crucial et important. Permettez-moi de commencer, en fait, mon introduction, enfin, ma conférence, en vous parlant de Mary Wollstonecraft, la féministe britannique qui, dans son ouvrage influent La défense des droits de la femme, qui a été publié en 1792, a souligné l'importance primordiale de l'éducation des filles pour atteindre l'égalité avec les hommes. Wollstonecraft pensait que l'éducation des filles était susceptible de les soustraire à l'automatisme des coutumes. Donc, dans cet ouvrage très important qui a été à maintes reprises réédité, elle répondait à Jean-Jacques Rousseau, le grand philosophe de la modernité, pour lequel la femme est faite de passion et que l'inégalité des sexes, je cite Rousseau, n'est point l'ouvrage de préjugés, mais de la raison. Ainsi, Rousseau excluait les femmes de la présence dans la sphère publique sous prétexte qu'elles étaient dépourvues de rationalité et que donc leur présence sèmerait le désordre. Et donc Wollstonecraft essaie de dire que si les filles étaient éduquées au même titre que les garçons, eh bien les femmes pouvaient tout à fait et devaient tout à fait accéder à la sphère publique et entreprendre les mêmes métiers que les hommes. En ce qui concerne la région du Moyen-Orient, eh bien, on constate que depuis le 19e siècle, les militantes des droits des femmes en Iran, mais également ailleurs au Moyen-Orient et au Maghreb, par exemple, ont revendiqué l'éducation des filles et l'ouverture des écoles pour les filles. Comme Wollstonecraft, elles étaient persuadées que l'instruction des femmes constituait un outil d'émancipation indispensable. Bien sûr, quand je parle de l'éducation des femmes, je parle de la formation, je parle de leur accès au savoir et à la technologie. Une anthropologue d'origine italienne mais francophone, Paola Tabet, dit dans son livre « La construction sociale de l'inégalité des sexes » que, en fait, elle essaie de montrer que les rapports sociaux de sexe fondés sur la division sexuelle du travail, en fait, se font par le biais de l'accès limité ou l'interdiction d'accès des femmes aux mêmes outils que les hommes. C'est-à-dire que pour elles, il faut intervertir la relation entre tâches et outils et que les femmes accomplissent certaines tâches à l'exclusion d'autres selon les outils à utiliser. Et donc, les outils pour nous aujourd'hui, c'est effectivement la technologie. Donc, en fait, elle montre dans cet ouvrage comment les filles ont été effectivement écartées de l'usage de ces outils perfectionnés. Et au fur et à mesure qu'elles peuvent accéder aux mêmes savoirs, aux mêmes formations et donc technologiques que les hommes, eh bien, les rapports sociaux de sexe, les inégalités en fait entre les hommes et les femmes peuvent effectivement disparaître ou en tout cas être diminuées. Donc, pour ce qui concerne l'Iran et un certain nombre de pays du Moyen-Orient, moi, je voudrais avant tout montrer l'importance de l'éducation des femmes et les implications de ce fait sur les transformations sociales. Alors, comme ça a été dit dans l'introduction, l'origine islamique d'Iran a été instaurée en 1979 suite à la révolution iranienne et à peine un mois après la victoire de la révolution, eh bien, les lois qui existaient qu'on appelait les lois de la protection de la famille, si vous voulez, le code iranien, a été abrogé au profit
des lois dites islamiques, en fait, et les droits des femmes ont été largement limités. Donc, il y a eu des régressions très importantes qui ont été imposées aux droits des femmes et aux droits familial. Et en même temps, en plus de l'interdiction pour les femmes d'exercer dans la magistrature, ou encore la limitation importante de l'âge au premier mariage des filles et aussi l'âge de responsabilité pénale, par exemple, à 9 ans dans un premier temps, puis augmenté à 13 ans plus récemment. Le port obligatoire du voile a été imposé aussi. Et donc, ce port obligatoire du voile était le premier signe de construction du régime islamique et donc, raison pour laquelle il devient obligatoire. Et puis, en même temps, la planification familiale, qui a été initiée par le Shah d'Iran en 1968, était jugée anti-islamique et abandonnée. De ce fait, et je vais vous montrer tout à l'heure les tableaux, on constate que le nombre d'enfants, effectivement, par femme augmente dans ce pays, puisqu'il n'y avait plus de planification familiale. Et en même temps, une série de mesures drastiques ont été imposées afin, par exemple, de limoger les femmes cadres qui refusaient de se soumettre à l'ordre moral des islamistes. Et ces femmes cadres seront remplacées par des femmes islamistes qui se disaient héritières de la révolution et bien sûr proches du pouvoir islamique. En même temps, même si les universités sont restées ou ont réouvert après presque 2 ans de révolution culturelle en Iran, à l'image de la révolution chinoise d'ailleurs, mais après la réouverture des universités, bien sûr, des étudiants et beaucoup de aussi enseignants et enseignantes ont été limogés à leur tour, mais en même temps, l'accès des femmes à plusieurs spécialités universitaires ont été interdites. Par exemple, l'accès des femmes au droit, l'accès des femmes à la gestion, l'accès des femmes aux études d'ingénieurs et plusieurs autres, et ainsi qu'un nombre de métiers qui ont été également interdits aux femmes, à commencer par le métier de juge. Or, au moment de la révolution en Iran, il y avait des femmes qui étaient juges et qui d'ailleurs présidaient les tribunaux et qui ont été limogées sous prétexte que les femmes étaient trop faibles et manipulables et incapables de rendre une décision, disons, juste, entre guillemets. Donc, chemin faisant, les femmes continuent à s'inscrire à l'université, continuent à prendre l'examen d'entrée des universités iraniennes qu'on appelle concours et qui est très difficile, en particulier dans les universités publiques, et commencent en fait à continuer à accéder, en tout cas, à cette formation. Pendant la guerre Iran-Irak, qui a duré 8 ans, entre 1980 et 1988, bien sûr, les institutions sociales et politiques du régime islamique seront consolidées, puisque vous savez que pendant la guerre, normalement, un peu partout, ces institutions sont consolidées pour faire face à des problèmes créés. Et puis, après la fin de la guerre, il y a un certain nombre de changements qui vont être opérés au sein de la société sous la pression de la société civile qui souhaite maintenant sortir de la situation de guerre. Et donc, il y a eu aussi quelques modifications au niveau des lois qui régissent donc le droit familial et les droits des femmes, mais ces modifications étaient plutôt symboliques et n'ont pas changé réellement le statut légal des Iraniennes. Et donc n'ont certainement pas répondu aux revendications des femmes à la fois islamiques, mais également un certain nombre de femmes, des femmes laïques, pardon, mais en même temps un certain nombre de femmes islamiques qui s'étaient rendues compte que les régressions imposées aux droits des femmes et aux droits familiales concernaient toutes les femmes, qu'on se considère comme
révolutionnaires ou non, islamistes ou non, en tant que femmes, tout le monde, toutes les femmes subissaient les mêmes brimades. Alors, il s'est passé aussi quelque chose. À la sortie de la guerre Iran-Irak, les autorités iraniennes se rendent compte que la population a beaucoup augmenté. Il y a une augmentation de 15 millions, et un pays qui sort de la guerre et qui est en partie dévasté n'a pas les moyens de répondre aux besoins et aux exigences de cette génération. Et donc, malgré la tradition nataliste de l'islam, comme toutes les autres religions, finalement, les islamistes au pouvoir en Iran vont remettre en vigueur le planning familial de façon à baisser ou faire baisser le taux de croissance de la population qui, à l'époque, était parmi les plus élevés du monde, en l'occurrence 3,9. Et donc, une campagne importante de planification familiale sera organisée à travers le pays, mais en même temps, le nombre des écoles donc vont être multipliés, y compris d'ailleurs dans les villages, par exemple. Nous avons moi, avec le CNRS et le Centre de statistiques d'Iran, nous avons organisé des recherches très importantes, une enquête auprès de 32 000 personnes à travers le pays, qui a commencé en 2002. Et selon cette enquête, ce qu'on peut effectivement constater, c'est que on a pu en fait établir une corrélation, si vous voulez, entre le niveau d'instruction des femmes et le nombre de leurs enfants. Alors moi, si j'ai, je m'excuse, mais j'essaye de partager mon écran, mais je n'y arrive pas. Je vais essayer de vous donner la main à Madame Kianou. Merci beaucoup. Bon, je ne veux pas trop non plus, j'espère que je ne vais pas vous fatiguer avec mes tableaux, mais je pense que c'est important puisque l'échantillon était très important et représentatif puisqu'on avait pris cet échantillon à base de recensement national et donc l'ensemble des ethnies, des religions et des provinces iraniennes donc y figuraient également. Et donc, à ce moment-là, on constate que est-ce que vous voyez les tableaux ou pas encore? Pas encore. Réessayez, normalement c'est bon. Je ne sais même pas si je peux… Pardon. Allez. Oui, écran partagé. Pardon. Voilà. Et donc, si vous pouvez comme vous pouvez le constater, selon cette enquête, à ce moment-là, le nombre moyen d'enfants par femme dans notre enquête, toute partie de l'Iran confondue, était de 4 en moyenne. Dès que les femmes étaient seulement alphabétisées, son nombre baissait à 2,5. Donc déjà, on passait de 4,8 à 2,5. Et au fur et à mesure que les femmes étaient instruites, par exemple, celles qui avaient fait le cycle secondaire, par exemple, n'avaient plus que 1,79 enfants. Tandis que pour les mères analphabètes, le nombre moyen d'enfants s'élevait à 6,5. Et ce, indépendamment de l'ethnie ou d'appartenance ou de religion d'appartenance. Donc, cette corrélation était vraiment importante et c'est important de montrer cette corrélation. Mais l'Iran n'est pas une exception. Le taux de fécondité des femmes a énormément baissé dans l'ensemble de la région, contrairement à une idée reçue. Alors, ce qu'on appelle le taux de fécondité, donc ou l'indice de fécondité, c'est le nombre moyen d'enfants par femme en âge de procréation. Alors, j'ai fait ce tableau, j'espère que c'est lisible, mais en tout cas, on constate que dans l'ensemble des pays du Moyen-Orient et du Maghreb, eh bien, on passe, par exemple,
là, c'est des chiffres de 1960 jusqu'à actuellement, 2016. Et donc, ce qu'on constate, c'est que on passe en moyenne, parfois 7 enfants ou 6 enfants, comme ça a été aussi d'ailleurs le cas de l'Iran, à aujourd'hui, dans l'ensemble de ces pays, à quelques exceptions près, vous êtes à 2,6 enfants. Et en ce qui concerne l'Iran, eh bien, ce taux passe de 6,48 en 1980 à 1,6 aujourd'hui. C'est-à-dire que au fur et ça, étant donné qu'on a pu montrer la corrélation entre l'éducation des femmes et le nombre d'enfants par femme en âge féconde, je pense qu'on peut aussi appliquer la même chose aux autres pays. Alors, aussi, néanmoins, il y a peut-être une spécificité de l'Iran, c'est que on constate donc qu'après les révolutions arabes de 2011, l'Égypte, la Tunisie et l'Algérie et Israël, mais Israël n'est pas concerné peut-être directement par ça, eh bien dans l'Égypte, Tunisie et Algérie, le taux de fécondité des femmes, ce que j'ai mis en rouge, a légèrement augmenté, c'est-à-dire en Égypte, on passe de 3,23 à 3,26. Hein, ce n'est pas énorme, mais quand même, il y a cette petite augmentation. En revanche, en ce qui concerne l'Iran, malgré les ordres du guide de la Révolution, qui en 2014 a décidé que les Iraniennes devaient donner naissance à beaucoup plus d'enfants et que la population iranienne devrait doubler, eh bien, les Iraniennes n'ont pas écouté les ordres du guide. Ce qui montre pour moi, effectivement, cette incompatibilité entre cette société qui s'est modernisée et ces institutions et ce pouvoir archaïque qui ne correspondent absolument pas à la réalité sociale. Et en particulier, ce sont les femmes qui sont au devant de ce refus. Par exemple, le nombre des naissances en 2019 montre une baisse de 22% par rapport à 2014. Donc, on constate que les Iraniennes continuent à ne pas, effectivement, à vivre leur vie, à décider pour elles-mêmes. Et bien évidemment, cette décision qui est tout à fait rationnelle, d'une part du fait de leur éducation, d'autre part, aussi, il y a l'élément de crise économique qui me semble très important aussi et qui fait que les familles préfèrent avoir moins d'enfants afin de leur donner une meilleure vie. Donc, en Iran, après la révolution, malgré tout, on constate des transformations sociales. Alors, l'Iran est un grand pays, 3 fois la taille de la France, donc avec une population de 83 millions. Mais la majorité écrasante des Iraniens, effectivement 75% sont urbanisés, et c'est une population relativement jeune, relativement par rapport à la France, où plus de 70% en Iran de la population a moins de 40 ans. Taux d'alphabétisation est très élevé, a beaucoup augmenté par rapport à avant la Révolution, comme vous pouvez le constater, 88% aujourd'hui contre 47% avant la Révolution. Avant la Révolution, seuls 35% des femmes iraniennes étaient alphabétisées. Il s'agissait surtout des femmes urbaines, tandis qu'aujourd'hui, le taux d'alphabétisation des femmes a beaucoup aussi augmenté, et surtout des femmes âgées de 6 à 49 ans, dont 92% alphabétisées. De la même sorte, le taux de croissance de la population qui était de 3,9 grâce à la remise en vigueur de planification familiale entre 1989 et 2014, eh bien, le taux a baissé pour n'être aujourd'hui que 1,2, mais également le nombre d'enfants par femme, ça je l'ai déjà dit. En même temps, les Iraniens et Iraniennes, encore une fois,
ont cette rationalité. Pourquoi avant, ils donnaient naissance à 6 enfants ou 7, en particulier en milieu rural, puisque la majorité de la population iranienne auparavant était rurale? C'est parce que le taux de mortalité infantile était très élevé, faute de système de santé, et alors même qu'aujourd'hui, eh bien, dans les villages, il y a des maisons de santé, il y a par exemple des aides-soignantes qui sont locales, qui sont issues du même village, hein, qui sont formées et qui, par exemple, ça c'était pendant la campagne de planification familiale, eh bien, et ce sont elles qui, par exemple, proposaient aux femmes rurales les moyens contraceptifs. Donc, c'est une campagne qui a très bien fonctionné grâce aussi à cette formation des aides-soignantes et aussi des médecins qui étaient obligés, avant de s'installer en ville, de faire pendant 2 ans, de servir, hein, dans les villages. Donc, la situation aussi, la santé des Iraniens et Iraniennes s'est beaucoup améliorée du fait de ces politiques ces années-là. Mais maintenant, on n'est pas tout à fait dans la même situation. Puis, en parallèle, le nombre des universités aussi a beaucoup augmenté. Il y avait 16 universités publiques en Iran avant la Révolution. Aujourd'hui, il y en a 90 et de plus, il y a une université Azad qui a été créée sous le Shah d'Iran, donc avant la Révolution, mais il s'agissait des cours en ligne et c'est une université qui aujourd'hui a ouvert des branches partout dans le pays et qui a 1,3 million d'étudiants et d'étudiantes. Donc, du coup, c'est une université qui existe dans les toutes petites villes aussi. Et j'ai pu voir pendant mes recherches en Iran, dans des villages, que les villageois ont aussi accès du coup à ces universités qui sont tout près des villages aussi. Et donc, du coup, le nombre des étudiants et étudiantes, surtout, a beaucoup augmenté. Avant la Révolution, il n'y avait que 175 000 étudiants dans les universités iraniennes, dont 57 000 femmes, c'est-à-dire un tiers de femmes. Aujourd'hui, le nombre des étudiants s'élève à 4,5 millions, dont plus de 70% de filles, de femmes, donc pratiquement 3 millions. Alors, forcément, je ne suis pas nécessairement en train de parler de niveau scientifique de toutes les universités n'est pas élevé. En revanche, certaines ont un niveau élevé. Ben, on le constate, par exemple, je vous rappelle que la médaillée Fields était une Iranienne qui avait fait ses études en Iran, en tout cas sa licence en mathématiques et je pense même à un master et qui avait continué ses études aux États-Unis. Il y a donc de nombreux autres étudiants et étudiantes qui font leurs études en Iran et qui par la suite continuent dans les pays européens ou états-uniens, au Canada et qui restent d'ailleurs à vivre dans ces pays-là, ce qu'on appelle également la fuite des cerveaux. Mais ce que je veux dire, c'est que du fait de cette présence active des femmes dans les universités qui, pour beaucoup d'entre elles, représente aussi une activité sociale, ce qui motive et encourage aussi, je pense, les femmes de travailler peut-être plus durement que les garçons pour pouvoir aussi accéder à cette vie sociale et à cette mixité, puisque les universités iraniennes sont mixtes, contrairement aux écoles et aux lycées qui sont ségrégés. D'un autre côté, la formation des femmes s'avère importante. Pourquoi? Parce que du fait de cette ségrégation des écoles, par exemple, on a besoin en Iran, ils ont besoin de beaucoup d'enseignants, enseignantes, professeurs de lycée, etc., qui enseigneraient exclusivement pour les filles,
ou encore pour un certain nombre de branches de médecine, eh bien, il y a autant de médecins en Iran, médecins femmes que médecins hommes, et ces médecins femmes sont censés servir exclusivement la population féminine. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, parce que la question m'a été une fois posée, c'est l'une des raisons pour lesquelles malgré les conséquences inattendues en fait de l'éducation et la formation des filles en Iran, l'État ne peut pas empêcher définitivement les filles d'accéder à l'université parce que la moitié de la population est constituée de femmes et dans le cadre de ces politiques ségrégationnelles, ils ont besoin que les femmes servent des femmes. Donc, c'est l'une des raisons. Mais bien sûr, ce n'est pas nécessairement le cas. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans les hôpitaux, par exemple, il y a aussi beaucoup de médecins d'hommes qui s'occupent des femmes et j'en passe et d'autres. Mais en tout cas, une fois de plus, on constate l'importance de l'éducation des femmes et à part cette éducation des filles, enfin, cette éducation, on constate que cette éducation a également des implications sur le taux de célibat des filles qui augmente forcément lorsqu'on va à l'université, on fait des études, eh bien, on retarde déjà l'âge au premier mariage. Et puis après, quand on fait des études, on ne va pas accepter de se marier avec le premier venu, comme on dit. Donc, le taux de célibat, ça c'est Youssef Kourbaj, le démographe Youssef Kourbaj, qui donne ces chiffres pour le taux de célibat au Maghreb, bien sûr, est important, mais également au Moyen-Orient et en Iran, le taux de célibat augmente aussi et on est aux alentours de 8% maintenant. Quand les filles sont éduquées, on constate que le mariage forcé, mais aussi le mariage arrangé baisse considérablement. Dans notre enquête, on l'a vu, effectivement, pour les filles qui font leurs études, voire avec un baccalauréat ou avec des études à l'université, elles n'acceptent plus de se marier selon le desiderata de leurs parents et elles ont tendance à trouver leur époux, par exemple, à l'université, sur le lieu de travail si elles travaillent, ou chez les amis, et non plus le mariage arrangé. Donc, effectivement, on est en train de constater le mariage, constater l'augmentation importante de mariage exogame et également en même temps le mariage consanguin qui est en baisse de façon considérable partout, mais également en Iran. Mais à part la formation et l'accès au savoir, eh bien, il y a bien sûr aussi l'accès aux outils modernes de communication, les réseaux sociaux, par exemple. Et ici, je voudrais citer Fatima Mernissi, qui disait que dans ces sociétés numériques musulmanes du XXIe siècle, les femmes ont envahi les médias et les réseaux de communication. Et c'est vrai, si vous regardez, je vais vous montrer tout à l'heure rapidement un certain nombre de chiffres, et on sait que les femmes mobilisent beaucoup les réseaux sociaux aussi, afin aussi de parler de leurs revendications. Et donc, Mernissi disait que, donc, du coup, le monopole des hommes sur les mots et les symboles, c'est donc volatilisé. Et là, je pense que c'est vraiment important. Et ces femmes qui sont bien évidemment, qui utilisent bien évidemment ces outils modernes de communication, sont des femmes qui sont effectivement instruites. Là encore, on voit l'impact de l'éducation. Et donc, Fatima Mernissi disait que Fatima Mernissi est une grande sociologue donc marocaine qui a non seulement elle a fait des études intéressantes sur la société marocaine, mais elle a fait aussi beaucoup de travaux sur l'islam et les femmes, que j'ai d'ailleurs pu mobiliser dans mon dernier ouvrage. Et donc, même ici, disait que l'avenir de la démocratie en islam n'a jamais été aussi magnifique parce qu'enfin, les femmes aussi ont le droit de s'exprimer. Effectivement, si vous regardez les réseaux sociaux,
On constate, et partout au Moyen-Orient, pas seulement en Iran, là encore, mais par exemple, en 1994, en Iran, il n'y avait que 250 usagers d'Internet. Aujourd'hui, plus de 70% de la population ont accès à Internet, non pas au plan quotidien, bien évidemment, parce que tout le monde n'a pas d'ordinateur, etc., mais tout le monde a, enfin, beaucoup de monde possède par exemple, un téléphone mobile, un portable, et en tout cas ont accès aux réseaux sociaux. Et selon tout ça, c'est des statistiques donc internationales hein, quant à l'usage donc des réseaux sociaux. 40 millions d'Iraniens, c'est-à-dire 50% de l'ensemble de la population, a un compte Facebook et aussi Instagram. Ils utilisent beaucoup Instagram, aussi d'autres WhatsApp et d'autres réseaux. Et l'Iran se situe pour Instagram au 7e rang mondial. L'importance de ces réseaux sociaux, on l'a vu aussi souvent lorsque, par exemple, récemment, avec la campagne de MeToo qui est arrivée en Iran, il y a beaucoup de femmes qui, à travers et grâce aux réseaux sociaux, mais de façon unanime pour beaucoup d'entre elles, ont, par exemple, parlé du harcèlement ou d'avoir été harcelées ou voire violées par des hommes souvent très connus. Et donc, ça a créé des débats importants donc, dans ce pays. Je voudrais juste, avant de voilà, juste vous montrer aussi le taux d'alphabétisation des femmes ailleurs. Algérie, 75%, Égypte, 66%, alors Tunisie, 72%, Maroc, 65%, mais Turquie, 93%. On constate que le taux d'alphabétisation des femmes est dans l'ensemble très élevé, et ça depuis ce qu'on appelle la massification de l'enseignement, et en particulier de l'enseignement supérieur aussi dans ces pays, à partir de la décennie 1980 en particulier. Et donc, forcément que dans l'ensemble de ces pays, il y aura, où il faut s'attendre à des conséquences hein, de cet accès massif des femmes à l'enseignement, ce qui est, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, en lien ou en corrélation avec un nombre moins important d'enfants par femme. Alors, l'Égypte et le Maroc, je pense, qui ont un taux d'alphabétisation moins élevé, c'est du fait de leurs milieux ruraux qui sont effectivement, enfin, dans lesquels les femmes sont moins alphabétisées que les hommes. Donc, en revanche, et là, je pense que je vais laisser, je n'ai pas fini mon intervention, mais une question qui m'a été posée, j'aimerais quand même l'aborder. Et donc, je laisse la parole à Mathis Pouya, qui m'a posé une question. Mathis, je te laisse la parole pour, si tu veux bien. Oui, merci Azadeh. En fait, vous avez bien expliqué l'impact de l'éducation des femmes dans la région, plus précisément en Iran, et particulièrement après la révolution de 1979 sur la question des reproductions des femmes, etc. J'ai des questions sur d'autres impacts d'éducation des femmes en Iran et d'autres pays concernés dans cette discussion. Par exemple, à propos d'éducation des femmes et leur accès au marché du travail, parce que le commencement de l'éducation des femmes au cours de 100 dernières années sous la forme de la création, par exemple, des écoles, associations, organisations des femmes, magazines ou journaux féminins, a entraîné un grand changement dans la vie, non seulement des femmes, mais aussi de la société. Et l'un de ces changements fondamentaux a été le départ des femmes du foyer et de la sphère privée et leur entrée sur le marché du travail professionnel, sphère publique. Et contrairement aux images irréalistes et négatives montrées par les médias et les autres, les femmes, par exemple les femmes iraniennes et d'autres pays dans la région, ne sont pas détenues
à la maison et au service des hommes et leur foyer. Et depuis des décennies et près d'un siècle, les femmes sont présentes dans les domaines les plus généraux et les plus spécialisés. Et même dans certains d'entre eux, elles forment la majorité. Cependant, il est indéniable qu'il existe un énorme écart entre les demandes des femmes et de la société civile et les demandes du centre qui dépendent du gouvernement et qui est proche de celui-ci, qui préfère voir les femmes dans le foyer. Mais depuis 100 ans, ces femmes, comme on a dit, elles n'ont pas abandonné le combat. Et je pense que nous pouvons appeler, par exemple, le mouvement des femmes un des mouvements civils les plus actifs de 100 dernières années en Iran. En même temps, il y a un grand écart, comme j'ai dit, entre les taux de formation et éducation des femmes et les taux de leur accès au marché du travail par rapport aux hommes. La question, c'est que comment l'éducation des femmes a-t-elle affecté leur présence au marché du travail? Et ça vient d'où cet écart et pour quelles raisons le nombre de femmes diplômées de l'enseignement supérieur en master, en doctorat, etc., est inférieur à celui des hommes sur le marché du travail, malgré le fait que les femmes dans l'enseignement supérieur en Iran représentent maintenant environ 65 à 70% des étudiantes et étudiants des universités et des écoles professionnelles dans ce pays. Oui, merci pour la question, Mathis. Pour répondre, eh bien, tout d'abord, je dois dire que les politiques publiques sont vraiment très déterminantes dans l'ensemble des pays, mais aussi en Iran, pour soit encourager les femmes d'accéder au marché de l'emploi, soit au contraire freiner leur accès au marché de l'emploi. Et donc, je pense qu'en Iran, et depuis la révolution jusqu'à aujourd'hui, les politiques publiques mises en place ont visé, enfin, ont eu pour but de renforcer finalement les rapports sociaux de sexe à travers effectivement en disant aux femmes que leur place de choix était à l'intérieur du foyer en tant que mère et épouse. Et donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui était et qui l'est toujours très clairement exprimé par le clergé au pouvoir en Iran. Et il y a eu même des politiques à la fois dans les années 2005, enfin à partir de 2005-2006 en particulier jusqu'à aujourd'hui, qui tentent justement de freiner l'accès des femmes, y compris des femmes éduquées et instruites et formées, à l'emploi. En revanche, lorsque les entreprises européennes étaient en Iran, eh bien, ils étaient unanimes, les responsables de ces entreprises étaient unanimes pour dire qu'ils préfèrent embaucher les femmes iraniennes qui, disaient-elles, sont très formées, mais en même temps très consciencieuses et travaillaient beaucoup mieux que les hommes. Pour vous dire qu'effectivement, comme tu l'as dit, Mathis, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que l'investissement des Iraniennes dans les universités se fait également en médecine, ça je l'ai précisé, mais également en études d'ingénieurs, c'est-à-dire à partir, par exemple, de 93, lorsque ces interdictions ont été levées, on constate aussi beaucoup de femmes qui font des études d'ingénieurs en mathématiques, informatique, etc., etc. Donc, les branches qui jusque-là étaient plutôt considérées comme des branches avec beaucoup d'hommes, pour ne pas dire masculines, qui ont été beaucoup investis par les femmes. Mais quant à l'accès très limité des femmes instruites au marché de l'emploi, déjà, je voudrais dire que ce n'est pas seulement les femmes, c'est aussi les hommes, puisque en 2017, 16-17, 44% des chômeurs iraniens avaient un diplôme universitaire. Ce qui veut dire quoi? Soit ces gens ont fait des études qui ne correspondent pas aux demandes de marché, soit ça veut dire que ces gens ne sont plus embauchés. Pourquoi? Parce que l'État n'embauche pas, mais en même temps, le secteur privé n'a pas les moyens non plus d'embaucher des jeunes. Et donc, on est face à une société avec énormément de personnes bien formées qui, malheureusement, ne trouvent pas d'emploi. Et donc, comme tu le sais, beaucoup quittent
le pays. C'est-à-dire que le phénomène de brain drain ou fuite de cerveau est un phénomène qui existe depuis maintenant 2 décennies dans ce pays et qui s'est aggravé encore récemment. Mais au-delà de l'Iran, je vous ai montré le taux d'instruction des femmes qui était très élevé, qui avoisinait les 80%, parfois 90%. Mais en revanche, si vous regardez le taux d'emploi des femmes dans le secteur formel de l'économie, ça aussi c'est un autre problème, je vais y revenir tout à l'heure, on constate que c'est très bas, c'est-à-dire 19, 15, 22, en Turquie avec le taux quand même un peu plus élevé, 34. Alors, il y a une exception aux Émirats arabes unis et au Koweït, mais ils ne sont pas nécessairement des Émiratis ou des Koweïtiennes. Vous savez qu'il y a beaucoup d'étrangers et étrangères qui travaillent dans ces pays-là, qui sont des pays pétroliers et donc qui ont beaucoup de moyens. En même temps que dans les autres pays comme l'Iran, comme l'Irak, comme l'Algérie, ce sont des pays aussi rentiers, c'est-à-dire que l'argent du pétrole permettait, en tout cas jusqu'à récemment, aux États de proposer une sorte de politique sociale et donc qui rendait en tout cas le travail des femmes quelque chose de non pas nécessaire, mais du coup, c'était aussi l'un des freins, je pense, en termes de politique publique, l'un des freins devant l'emploi des femmes et l'accès des femmes au marché de l'emploi. Mais en Iran comme ailleurs, d'ailleurs, on a des études qui le montrent, beaucoup de femmes éduquées ou pas, ou moins éduquées, voire très, très bien éduquées, qui n'arrivent pas à trouver un emploi dans le marché formel de l'économie, travaillent dans le marché informel de l'économie. Moi-même en Iran, lorsque je faisais des recherches de terrain, il y avait beaucoup de femmes qui se disaient femmes au foyer, mais quand j'allais frapper à leur porte, elles travaillaient en fait. Elles travaillaient, mais à la maison ou pour le marché informel. Elles ne se déclarent pas comme travailleuses, mais elles gagnent des revenus. Elles vendent leurs produits sur le marché, elles gagnent des revenus. Et ce qui est important, c'est qu'elles utilisent aussi l'argent qu'elles gagnent à leur guise, surtout pour l'éducation justement de leurs enfants, voire pour le bien-être de leur foyer. Donc, il y a ça aussi à prendre en considération. Et je ne comprends pas pourquoi les instances internationales comme la Banque mondiale, comme le Fonds monétaire international, voire comme les États qui produisent des statistiques ne prennent pas en compte la participation très importante, très active des femmes au marché informel de l'emploi. Mais en revanche, quand on travaille sur le marché informel, eh bien, dans l'économie informelle, on n'a rien, on n'a pas d'assurance, on n'a pas de retraite, etc. Donc, en fait, c'est un travail qui est encore plus difficile que d'autres. Mais alors donc, je pense qu'il y a des politiques publiques, il y a le code civil aussi qui est très important. Regardez, dans la plupart des pays qui nous intéressent, selon les codes civils en vigueur, il revient à l'homme de subvenir aux besoins de sa famille. Donc, en fait, le travail des femmes, comme je disais, n'est pas considéré comme quelque chose de nécessaire pour subvenir aux besoins de leur famille. Donc, ce sont des hommes qui sont aussi privilégiés en tant que chefs de famille. Ce sont aussi eux qui sont privilégiés sur le marché de l'emploi, bien évidemment. Puis, le travail des femmes, de toute façon, à l'extérieur du foyer est souvent découragé. On leur dit, bon, même si vous voulez travailler, restez chez vous. Occupez-vous de vos enfants et de votre foyer, et si vous voulez travailler en plus, travailler à la maison. Et également, pour beaucoup de femmes qui peuvent travailler à l'extérieur, il n'y a pas de structure de garde, un nombre suffisant de structures de garde publiques, comme on en a en France, par exemple. Il y a une pénurie de crèches publiques, et donc il faut bien gagner sa vie pour pouvoir payer des crèches privées. Par exemple, ça, c'est vraiment un frein très, très, très important. Aussi,
en Iran, comme au Moyen-Orient et comme en France ou ailleurs, lorsque les femmes commencent à donner naissance à leurs enfants après le mariage, eh bien, leur taux de participation au marché de l'emploi baisse justement. Autre chose, c'est que selon certains codes codes de travail en vigueur, congés maternité, etc., sont prévus, mais il revient à l'employeur de les payer. Donc, les employeurs privés préfèrent ne pas embaucher des femmes qui, à un moment ou à un autre, sont susceptibles de partir en congé maternité, voire de demander de congés pour aller s'occuper de leurs enfants malades, etc. Et donc, en tout cas, il y a énormément de freins devant l'accès des femmes, y compris femmes bien instruites, au marché de l'emploi dans l'ensemble de ces pays. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Oui, Azadeh, merci beaucoup. Il y a une question demandée, est-ce que la qualité d'éducation des femmes iraniennes est reconnue, entre guillemets, à l'international ou non? Ah oui, 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 c'est reconnu à l'international. Ce que je vous disais, c'est que vraiment, j'ai beaucoup entendu les hommes d'affaires européens qui allaient en Iran et qui revenaient, qui disaient on n'embauche que des filles, hein, parce qu'elles sont très bien formées. Et alors, il y a aussi des femmes qui travaillent dans le secteur public en Iran, dans l'administration, et qui ont des responsabilités importantes, hein, il faut le dire, dans les entreprises publiques, dans les entreprises privées et parfois dans l'administration. Mais ce que j'ai pu voir et ce que les statistiques montrent, c'est que souvent, je voyais, il y a des femmes qui ont un niveau d'instruction et de formation et de savoir-faire plus élevé que les hommes, mais qui ont pour chef un homme. Et ça, c'est une politique qui impose tout ça aux femmes. Les seuls endroits où les femmes ont des postes décisionnaires sont au ministère de l'Éducation nationale. Par exemple, et c'est parce que au ministère de l'Éducation nationale, il y a beaucoup de femmes qui gèrent des écoles, qui sont et voilà, donc au niveau ministériel aussi. Et ministère de la Santé, là encore, il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui sont dans une position de pouvoir décisionnaire, mais pas partout, alors même qu'elles elles sont là. Donc, Mahdi, si tu permets, moi, je voudrais juste, avant de passer éventuellement aux autres questions, juste conclure mon intervention, puisqu'il est 17 heures. Oui, allez-y. Voilà, pour dire qu'effectivement, voilà, encore une fois, l'expansion de l'éducation supérieure en Iran comme ailleurs au Moyen-Orient et au Maghreb, eh bien, cette expansion a eu des implications sociales très importantes pour les femmes parce que en Iran en particulier, on peut le voir, c'est que ça a créé les femmes qui appartiennent à la classe moyenne urbaine et instruite et qui, tout comme les hommes de ce groupe social, demandent la mobilité sociale, demandent que le gouvernement puisse avoir une gouvernance et une gestion rationnelle et demandent aussi la modernisation politique. Alors, on se rappelle de la présence très active des femmes et beaucoup de féministes d'ailleurs au mouvement vert de 2009 qui était un mouvement pacifique et démocratique, enfin qui demandait justement une gouvernance démocratique et qui avait beaucoup de femmes avec leurs revendications féministes ou en tout cas pour l'égalité entre les hommes et les femmes et qui portaient des pancartes pendant la manifestation qui disaient « un homme égale une femme ». Donc, ça, c'est aussi l'une des, effectivement, des implications, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'impliquent en fait dans les mouvements sociaux revendicatifs et également ce qu'on constate, c'est aussi à nouveau les femmes qui ont participé aux révoltes urbaines de janvier 2018 et également en novembre 2019 avec là encore des revendications à la fois sociales mais aussi politiques. Donc,
au fur et à mesure que les femmes accèdent au savoir, eh bien, elles sont emmenées aussi à défier l'autorité religieuse des hommes. Ça, on le voit chez les féministes musulmanes, par exemple, en Iran, où les militants des droits des femmes qui se disent musulmanes, mais qui revendiquent l'égalité, elles vont, étant donné qu'elles vont à l'université, enfin, elles ont accès au savoir, eh bien, elles procèdent à la réinterprétation des lois et traditions islamiques, mais également, elles osent relire le Coran même dans l'optique d'égalité de genre. C'est-à-dire qu'elles ne disent pas qu'on peut parvenir à l'égalité par le Coran ou dans le Coran, mais elles historisent le Coran et l'islam, et elles contextualisent et elles disent que aujourd'hui, on est en 2021 ou 2020, etc. Et donc, elles revendiquent donc l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, l'éducation, qui est un outil d'émancipation, a eu des conséquences cruciales dans la construction sociale de la laïcité dans un pays comme l'Iran où l'islam politique est au pouvoir. Voilà, merci de votre attention. Merci à vous. Merci Azadeh. J'ai une autre question par rapport l'autre aspect d'éducation des femmes en Iran. Autre l'impact de l'éducation sur la reproduction et la vie familiale des femmes. Les femmes iraniennes semblent manifester leurs contradictions et leurs revendications avec les gouvernements, leurs politiques et leurs lois de diverses manières. Nous pouvons voir que l'éducation des femmes en Iran depuis d'environ 100 ans était aussi l'effort des militantes iraniennes qui ont commencé à établir les écoles, les organisations, les associations, les magazines, les journaux pour les femmes en Iran. Je veux dire qu'on peut retracer ces militantes féministes et leur militantisme en tant qu'actrices principales des changements aussi éducatifs pour les femmes. Aujourd'hui, nous voyons que les femmes en Iran et dans la région montrent et manifestent leur opposition avec des lois et des gouvernements régressifs, pas nécessairement sous la forme de manifestations de rue et ainsi de suite, mais par leurs activités dans les petits groupes féministes ou même individuellement. Par exemple, l'une de ces activités militantes récentes a eu lieu il y a d'environ 15 ans en Iran, qui est la campagne d'1 million de signatures. Une campagne conçue pour demander des droits personnels et familiaux pour les femmes et d'autres campagnes dans la région. La question, c'est que comment ces femmes montrent leurs revendications et leur opposition dans les différentes manières en Iran et dans cette région. Oui, alors comme tu l'as dit, et je te l'ai dit aussi au début de mon intervention, l'Iran a un mouvement de femmes, enfin une histoire de mouvement de femmes parmi les plus anciennes avec l'Égypte et la Turquie. Et donc dès 1905, un an avant, déjà en 1871, pour la première fois, les Iraniennes participent à un mouvement social très important qu'on appelle le mouvement de tabac. Et il y en a qui ont pris même des armes pour se battre contre l'absolutisme, etc. Et puis en 1905, juste avant la révolution constitutionnelle iranienne, qui est la première révolution constitutionnelle du Moyen-Orient, les femmes, certaines femmes bien sûr, hein, des militantes des droits des femmes se réunissent, ont fondé des associations secrètes
et ont revendiqué déjà en 1905 des droits sociaux, mais également politiques pour les femmes. Et ont participé activement à la révolution constitutionnelle. Il y a eu plusieurs dizaines qui ont été tuées même. Et lorsque le Parlement en 1906 a été inauguré, eh bien, il y a eu des lois qui ont été approuvées pour permettre aux filles d'accéder à l'école gratuitement au même titre que les garçons. Sauf que l'État iranien n'a jamais eu, a eu un manque de moyens financiers pour mettre en œuvre cette loi. Et donc, c'est à partir de là que ces militantes des droits des femmes ont elles-mêmes ouvert des écoles pour filles dans beaucoup de villes iraniennes et ont permis donc l'accès de beaucoup de filles à l'école. Mais je pense que l'histoire de l'école, tout comme le système de santé, c'est quelque chose qui vraiment fait partie de fonctions principales de l'État. On ne peut pas s'attendre à la société civile de s'occuper de l'éducation ou de santé. Ça, on peut, mais de façon marginale. Et raison pour laquelle, dans les années 1920-30, sous le Reza Shah, le père du Shah d'Iran, eh bien, il y a eu une expansion de systèmes d'enseignement dans les villes en milieu urbain. Donc, et il y a beaucoup de filles qui ont commencé à accéder justement à l'école et plus tard à l'université et ont commencé aussi à travailler dans l'administration, par exemple. Donc, je pense qu'effectivement, il y a eu énormément d'assistance des femmes iraniennes, aussi des militantes égyptiennes de l'époque et turques de l'époque, etc., qui disaient l'éducation des filles, c'était leur priorité absolue. Et donc, ce qui deviendra réalité plusieurs décennies plus tard, et en particulier à partir des années 60-70. Et en ce qui concerne l'enseignement supérieur, c'est vraiment la massification de l'enseignement supérieur date des années 1980, là où effectivement, comme j'ai pu le dire pour l'Iran, on est face à l'extension de l'enseignement. Alors, en ce qui concerne effectivement, merci d'avoir abordé cette question de militantisme des femmes, alors qui a pris des formes très différentes selon les périodes, parce qu'il y a des périodes où il y a des répressions fortes et féroces, et donc ce qui fait que, par exemple, pendant une période en Iran, même après la Révolution, je me rappelle très bien, j'y étais, les Iraniennes pouvaient célébrer la journée internationale des droits des femmes. Maintenant, ça n'est plus possible. Donc, elles se réunissent en cachette à quelques dizaines, mais pas à des milliers. On ne peut plus manifester dans la rue. Elles ne peuvent pas, elles sont tout de suite réprimées. Donc, de ce fait, la forme de résistance change, la forme de mobilisation change. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, tu le sais mieux que moi puisque tu es militant toi-même, eh bien, utilisent ou mobilisent les réseaux sociaux à travers de différents sites, différentes aussi réseaux pour communiquer entre elles, pour organiser des activités et donc pour avancer. Cette société, effectivement, n'a cessé d'avancer. Si cette société voulait écouter les dirigeants au pouvoir, elle n'aurait pas pu avancer. Mais aujourd'hui, ce que je constate, et que toi aussi tu constates, etc., c'est ce décalage vraiment important entre la réalité sociale, notamment de la population féminine, je dois dire, avec leurs revendications. Et moi, je voudrais dire que j'ai fait aussi beaucoup d'enquêtes jusqu'en 2008, pas après, je n'ai plus accès au terrain actuellement, mais pendant 14 ans, j'ai mené des enquêtes parmi vraiment aussi des villages, des populations pauvres, mais aussi classe moyenne, un peu partout en Iran. Et donc, ce que tu vois, ce qu'on voit effectivement, c'est que ces revendications dont on parle aujourd'hui sont réellement intériorisées par toutes les femmes. Combien de fois je voyais des femmes analphabètes ou très peu alphabétisées qui me disaient oui, mais on est dans une société d'hommes. Toutes les lois sont en faveur des hommes. Donc, il faut que moi, j'envoie ma fille à l'école.
il faut que ma fille puisse se marier tardivement, il faut qu'elle puisse travailler avant de se marier. Vous voyez, et beaucoup de femmes d'origine modeste et très peu alphabétisées, voire analphabètes, disaient « je suis dans cette situation parce que je n'ai pas pu faire des études ». Et donc, elles poussent leurs filles aussi d'aller à l'école. Pour les classes moyennes, l'éducation a toujours été, comme on le sait en Iran, les classes moyennes, et ailleurs aussi, d'ailleurs on le voit, l'éducation était aussi toujours une valeur, mais ça l'est devenu aussi pour les groupes sociaux défavorisés, et alors même que malgré la constitution de ce régime islamique au pouvoir, l'État ne finance réellement plus les écoles publiques. Donc, il y a beaucoup de familles riches qui envoient leurs enfants, comme tu sais, à l'école privée, et puis les autres se contentent de l'école publique, mais essaient de mobiliser leurs moyens pour aider leurs filles et leurs enfants. Après, dans ces années, c'est-à-dire en 2006, cette campagne d'1 million de signataires qui a été, pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'espère que c'est… Oui, voilà. Eh bien, a été organisé pour changer les lois discriminatoires. Parce que l'ensemble des lois en vigueur en Iran, qu'il s'agisse du Code civil, qu'il s'agisse de la loi constitutionnelle, etc., sont des lois discriminatoires et donc qui infériorisent les femmes. Et donc ça, c'était une campagne pour mobiliser et sensibiliser l'ensemble de la population, mais c'est resté quand même assez limité, à mon avis, à mon avis et selon les observations que j'ai pu avoir, dans quelques grandes villes du pays. Moi, quand je menais mes enquêtes dans des petites villes de province ou dans des villages, j'arrêtais pas de poser la question aux femmes de savoir si elles avaient entendu parler de cette campagne. Elles me disaient non. Mais elles menaient elles-mêmes dans leur village, dans leur ville, les actions pour aider ou mobiliser les autres femmes et faire des choses ensemble. Puis, il y a eu de nombreuses autres, comme tu sais, campagnes, comme par exemple la campagne des jeunes femmes pour accéder au stade, contre la ségrégation, contre la violence faite aux femmes. Et plus récemment, ce n'est pas une campagne, mais des actions du type plutôt individuel, des jeunes femmes qui sont contre le port du voile obligatoire et qui ont enlevé leur voile en public, dans la rue, et qui ont été, par exemple, emprisonnées. Il y a aussi beaucoup de femmes, il y a actuellement 35 militantes des droits des femmes qui sont emprisonnées pour avoir défendu tout simplement les droits des femmes. Ce sont des militantes. Donc, oui, c'est une société, il faut le dire, qui se mobilise, en tout cas, pour ce qui concerne une certaine frange de la population, pour accéder à l'égalité des droits et aussi, si possible, à la liberté, à un système démocratique. Et la laïcité, vraiment, est devenue, en termes de séparation de la religion et de l'État, est devenue une revendication qu'on voit maintenant dans beaucoup d'endroits. Ça n'est plus cantonné au sein d'un certain nombre d'intellectuels ou d'intellectuels. Aujourd'hui, bon, les gens ne disent pas laïcité nécessairement, parce qu'en Iran, comme tu sais, si tu dis laïcité, dans beaucoup de pays arabes aussi, si tu dis laïcité, ça veut dire que tu es athée. Donc, mais les gens te disent, on voudrait que la religion n'interfère pas ou n'intervienne pas dans les institutions et dans les lois. Donc, effectivement, et ça, c'est grâce à cette mobilisation des femmes, beaucoup plus que les hommes d'ailleurs, parce que les lois sont en gros en faveur des hommes et au détriment des femmes. Si tu permets, Mathis, est-ce qu'il y a des questions, me semble-t-il? Oui, il y a des questions. Mais avant, je voulais dire, ça c'est vrai que, par exemple, je me souviens que j'ai vu dans les vidéos de dernière manifestation du 8 mars en Iran en 1979, juste, je pense, un mois peut-être après la révolution. Il y a des femmes en tchadour, la voile particulière pour les femmes musulmanes chiites, qui disent on est contre obligation du voile pour les femmes parce que, par exemple, moi, comme une femme voilée, pour moi, c'était difficile vivre avec cette tchadour, et donc je ne veux pas
en fait, transférer ce voile aux mes enfants, aux mes filles, etc. Donc, je veux dire que la question d'éducation des femmes, c'était sur vraiment beaucoup des aspects de la vie personnelle, la vie sociale, des femmes. Moi j'étais à cette manifestation dont tu Ah parles. oui, c'est vrai. Oui, oui. Je suis parmi les anciennes. Ah ouais. Quand j'étais à cette manifestation, effectivement, il y avait, comme tu dis, il y avait beaucoup de femmes sans voile, comme moi-même à l'époque, j'étais étudiante, et il y avait aussi des femmes qui portaient le tchador traditionnel et qui étaient là pour dire, alors, et justement, elles disaient, moi, je porte le voile parce que j'ai toujours porté le voile, mais je ne veux pas que ma fille soit obligée de le porter. Il faut laisser le choix aux femmes. Donc, c'est vraiment très intéressant. Mais après, malheureusement, on a été réprimés. Hein. Cette manifestation a été réprimée, oui. C'est ça. Il y a des questions sur est-ce qu'il y a un risque de retour en arrière comme en Afghanistan? Alors, le risque de retour en arrière existe toujours si les femmes ne sont pas vigilantes, les hommes aussi d'ailleurs. La preuve est la Pologne, par exemple. Hein, je vous donne l'exemple ou les exemples de l'Europe, pas seulement d'Afghanistan. Si on n'est pas vigilant, on perd nos droits. Il faut toujours se battre, continuer à se battre pour préserver les droits déjà acquis et en obtenir d'autres. Alors, en revanche, l'Afghanistan a une situation effectivement très particulière. L'Afghanistan n'a pas eu d'État-nation. L'Afghanistan a été envahi depuis maintenant, vous savez, en 1979, a été envahi par l'armée soviétique. Donc, il y a eu une guerre qui continue. Et ensuite, les Moudjahidines, et ensuite les talibans. Donc, ça fait maintenant plus de 40 et quelques années que l'Afghanistan est en guerre. Et donc, d'une part, donc, alors que l'Iran l'État-nation en Iran date de 1920, les années 20, début des années 20, l'État-nation moderne, je veux dire, avec un État centralisé, etc. Et donc, l'État existe en Iran et il est partout en Iran. Ça n'est pas le cas de l'Afghanistan. Et ce qui permet effectivement aux chefs des tribus de faire leurs propres lois, etc. Donc, la situation est vraiment très, en plus de ça, avec l'invasion des États-Unis en 2001, la guerre continue. Il n'y a pas un jour où il y a, je ne sais pas combien de dizaines de tués en Afghanistan. Je suis l'Afghanistan parce que c'est le voisin de l'Iran et tout comme l'Irak, par exemple, on constate qu'il y a une situation de guerre. Mais je suis donc d'accord avec vous pour dire que si on n'est pas vigilant, effectivement, la régression ou le retour en arrière, comme vous dites, est toujours possible. Et donc, ce n'est pas que, voilà, moi j'ai gagné des droits et je vais pouvoir les maintenir pour toujours. Non, il faut toujours être vigilante. Une autre question, c'est que globalement, une fierté pour les Iraniens, ce bel exemple de femmes avec un niveau d'éducation important. Ah, est-ce qu'il s'agit d'une fierté? Oui, je crois. Je suppose que oui, c'est une fierté, bien évidemment. C'est une fierté, même si, encore une fois, elles sont très frustrées parce que, comme on l'a dit, on l'a montré, elles sont très bien formées, mais soit on les empêche d'accéder au marché de l'emploi, soit elles ne peuvent pas occuper des emplois à la hauteur de leur niveau d'instruction et de formation. Donc, elles sont très frustrées. Mais elles sont fières, oui, parce que, vous savez, en plus de ça, surtout au sein des familles plus modestes où les parents sont très peu alphabétisés, lorsque vous avez une fille qui a un baccalauréat, qui va à l'université, elle obtient l'autorité. Elle devient autorité au sein de sa famille. Et c'est ça qui se passe actuellement en Iran. C'est-à-dire, encore une fois, ce n'est pas seulement les classes moyennes, c'est aussi les classes populaires au sein desquelles les filles accèdent ou ont déjà accédé à l'enseignement.
voire à l'université, et donc et peuvent très bien refuser le mariage arrangé, le mariage forcé, etc. Donc, effectivement, oui, ça a énormément enfin, elles sont fières, elles sont très fières. Je pense, personnellement, je pense que plus d'être fier quand on parle à propos des taux d'éducation des femmes, la présence des femmes à l'université. On parle à propos des réalités qui n'est pas montrée par les médias et par d'autres choses. Je pense personnellement plus d'être fier. On essaie de parler à propos de cette réalité du niveau d'éducation des femmes en Iran. Et qu'il y a une question, quelle est la position de la majorité des hommes sur la situation des femmes? Sont-ils prêts à évoluer ou pas? Ah, question très difficile. Écoutez, alors, il y a une résistance. Mais Mathis peut aussi bien évidemment intervenir. Hein. Moi, je pense que les hommes ne veulent pas aisément perdre leurs privilèges, pas seulement en Iran, hein, un peu partout. Et donc, ne sont pas nécessairement très solidaires des femmes et souvent, les Iraniennes me disaient nos maris ne sont pas solidaires, nos maris ne nous aident pas, etc. Vous savez que, par exemple, le gros des travaux domestiques en Iran, ça incombe aux femmes qui, par ailleurs, travaillent soit dans le secteur informel ou formel, hein, pour beaucoup. Mais après, vous allez me dire, mais en France aussi, puisque 67% des travaux domestiques sont effectués en France aussi par les femmes, pardon. Les hommes aident très peu. Donc, il y a effectivement ces inégalités, mais les inégalités hommes-femmes commencent à l'intérieur, effectivement, du foyer. Et donc, si les hommes se mobilisent, si déjà les hommes ont une éducation et une socialisation et qu'on leur apprend les notions d'égalité, le principe, je veux dire, d'égalité avec les femmes, je pense qu'effectivement, on peut s'attendre à pouvoir évoluer. Mais c'est très difficile parce qu'il suffit de regarder, par exemple, les livres qui sont enseignés dans les écoles en Iran. Ce sont des livres qui, d'ailleurs, sur les livres de mathématiques, il y avait des images des garçons et de filles. Cette année, ils ont enlevé l'image des filles, alors que la médaillée Field est une Iranienne. C'est-à-dire que, voilà, les mathématiques, ce n'est pas pour les filles. Hein. Et donc, c'est un pouvoir qui est absolument sexiste. C'est un pouvoir qui n'a cessé de propager les inégalités de genre. Et donc, ça laisse quand même des traces sur les mentalités, on va dire, des hommes. Pardon. En revanche, et paradoxalement, l'Iran, à travers les réseaux sociaux, à travers l'Internet, à travers les antennes paraboliques, tout ça, est très ouverte sur le monde. Et donc, les jeunes Iraniens en particulier sont exposés à d'autres modèles identitaires. Il n'y a pas que le modèle islamiste qui est propagé par les écoles, etc. Il y a aussi d'autres modèles qu'ils et elles peuvent voir. Et donc, ça commence dans la jeune génération. Oui, ça commence, mais pas encore. Le chemin est long. Le chemin est long. Et aussi, je pense la réponse, ça dépend vraiment à propos de quel groupe des hommes on parle. Si on parle à propos des hommes qui sont proches du régime et proches perspective du gouvernement, on peut dire qu'ils ne sont pas prêts et qu'ils ne veulent pas à évoluer et résistent contre l'éducation des femmes, contre la participation des femmes iraniennes dans la politique, etc. Et aussi, ça dépend de quelle classe dans la société on parle. Et je veux dire aussi,
par exemple, sur cet exemple de retirer l'image d'une fille dans le livre de maths en Iran l'année dernière. Dans les réseaux sociaux, les femmes iraniennes, les féministes ont commencé à parler à propos de ce problème. Et on a vraiment résisté, comme Azadeh a dit dans son intervention, le militantisme féministe en Iran résiste vraiment contre tous ces problèmes et contre en fait l'interdiction et l'obligation de n'importe quoi en Iran. Il y a une question, je vois qu'il y a deux questions Ouais. auxquelles j'ai pas encore répondu. C'est dans quel secteur d'activité Les femmes travaillent. Alors, comme je l'ai dit, les secteurs de prédilection pour les femmes du fait de l'existence de ces politiques publiques, c'est dans le secteur de l'enseignement, à la fois école primaire, mais également lycée et aussi université. Il y a beaucoup de professeurs femmes également dans différentes branches d'activité. Il y a la moitié des médecins aussi sont des femmes. Donc, dans ces secteurs-là, infirmières, etc., enfin, dans le secteur hospitalier, vous avez beaucoup de femmes, mais également une partie des femmes qui travaillent dans l'administration. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent, d'ailleurs comme en France, dans les secteurs d'activité qui sont considérés comme l'extension de l'activité domestique des femmes, c'est-à-dire le service à l'autrui, le service à la personne. Donc, c'est là que s'est concentrée l'activité des femmes, à la fois dans le secteur formel et aussi dans le secteur informel de l'économie. On voit très peu de femmes ingénieurs, par exemple, dans le ministère de la mine, par exemple, parce que bon, mais il y a aussi maintenant des femmes qui sont pompières en Iran, il y a des femmes policières, les femmes ailleurs, donc c'est ça, mais leur nombre n'est pas important. C'est-à-dire que le travail formel des femmes a oscillé ces dernières années entre 18 et 20%. Et à l'heure actuelle, ça a même baissé du fait de la crise économique qui touche en premier lieu, comme on le sait, les femmes. Tout comme la pauvreté, puisque la plupart un nombre plus important de pauvres, ou ceux qui sont touchés par la pauvreté, du fait aussi des sanctions états-uniennes contre l'Iran depuis 2018, sont des femmes. Il y a 3 millions de chefesses de famille en Iran qui sont des femmes et elles sont les pauvres parmi les plus pauvres. Donc, effectivement, il y a une autre question. Le problème viendrait essentiellement du pouvoir. Oui, oui. Il revient aussi au pouvoir, par exemple, d'encourager à travers ces politiques. On voit à quel point, vous savez, que tout le monde envie les Françaises. Moi, j'ai fait mes études aux États-Unis, comme ça a été dit, et déjà à cette époque-là, on me disait, en France, les femmes ont beaucoup de chance parce qu'elles peuvent travailler, avoir des enfants, leurs enfants sont gardés dans les crèches publiques, tandis que aux États-Unis, il fallait être riche, là encore, pour faire garder ses enfants, enfin, en tout cas, à cette époque-là. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout ça, c'est la politique publique qui permet aux femmes à la fois d'avoir leur vie de famille et en même temps d'être actives sur le marché de l'emploi et surtout dans les secteurs qui correspondent à leur niveau de formation. En Iran, on est vraiment très, très loin du compte. Et comme je l'ai dit, il y a une politique délibérée. Il y a aussi des femmes qui travaillaient, qui ont été poussées à la pré-retraite, qui ont été encouragées à quitter leur emploi, soit au profit des hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes au chômage en Iran, comme je l'ai dit, et beaucoup de jeunes hommes diplômés au chômage. Et donc, on essaie effectivement de renvoyer les femmes à la domesticité et pour aussi mieux dominer leurs lois.
mais comme on l'a dit également, il y a une forte résistance. Et vraiment, la société iranienne a énormément changé en profondeur. Donc, il ne faut pas se contenter de voir les lois. Les lois est une chose, la pratique sociale, c'en est une autre. Ce que pense et dit et souhaite la société aussi, est très différent. Oui, je pense que la lutte des femmes en Iran, c'est une lutte contre le pouvoir et contre le régime. Pas contre les inégalités de façon générale, contre le pouvoir, mais également contre, enfin, pour accéder à l'égalité et pour que les femmes puissent décider. Et ça, on le voit davantage aussi, je dirais, chez les jeunes femmes qui n'acceptent plus d'être considérées comme des êtres inférieurs et se disent, mais j'ai le même niveau de formation, si je travaille, donc j'ai des revenus, je participe aux revenus de ménage, il n'y a pas de raison que j'hérite la moitié de la part des hommes, c'est pas normal. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on comprend mieux aussi pourquoi le taux de divorce n'a cessé d'augmenter en Iran aussi. C'est-à-dire, au fur et à mesure que les femmes accèdent au savoir, etc., eh bien, elles refusent aussi d'être emprisonnées dans des situations conjugales difficiles et préfèrent de demander le divorce ou d'initier le divorce. Hein. Donc, c'est une société, encore une fois, au sein de laquelle la modernité s'est réellement enracinée et qui ne correspond pas au pouvoir en place. Voilà. Oui, merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Il est déjà 17h30. Oui. Comme j'ai vu, oui, dans quelques jours, le lien d'enregistrement de ce séminaire, vous allez recevoir le lien d'enregistrement dans quelques jours, je crois. Et merci d'assister à ce séminaire. Et, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Azadeh, merci beaucoup. Merci Mahdis, merci à toi. Et aussi merci à vous, à toutes et tous. Je ne vous vois pas, mais les caméras sont éteintes. Mais en tout cas, je vous remercie de votre attention. Et voilà, j'espère vous trouver dans d'autres... Ah, voilà. Oui, merci pour... merci Azadeh. OK. Merci. Merci. J'ai mis le micro, c'est mieux. Merci encore à vous tous d'avoir participé et je transmettrai le lien et je vous indiquerai sinon les autres modalités. On a un autre rendez-vous la semaine prochaine, visio. N'hésitez pas à vous y inscrire. C'est également sur le sujet on reste dans le mois des égalités. Donc une nouvelle webconférence en lien avec l'éducation comme outil d'émancipation des femmes, combat de l'ombre dans les États-Unis et l'Angleterre entre le 19e et le 20e siècle, proposée par Rebecca Rogers. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire et à nous rejoindre la semaine prochaine. Merci à vous.